une manœuvre politique pour pérenniser le pouvoir en RDC? Non, vous connaissez ma position, même si... Peut-être que ceux qui sont sur ce plateau connaissent votre non, je vais position, y mais arriver. rappelez-la aux téléspectateurs. Je vais y arriver, même si cela ne relève pas trop de la déontologie journalistique. J'emprunte quand même cette voix aujourd'hui pour dire, en réalité, ce sont des jonglages, comme on le dit en termes vulgaires, pour pérenniser son règne. Vous savez, il y a de cela quelques mois, nous étions à ce plateau en réfléchissant sur une réponse de M. Tshisekedi, au passage que j'apprécie très bien. C'est un monsieur que j'apprécie énormément, sauf que sur le terrain politique, ou alors la politique politicienne, tente de l'habiller d'une certaine façon que malheureusement il ne veut pas sortir par la meilleure porte. Il répondait aux journalistes, mais si le peuple me demande de refaire un 3e mandat, pourquoi pas? J'accepterai avec comment vous appelez cela? Avec humilité. Aujourd'hui, il faut les trajectoires pour que le peuple soit obligé de lui dire de faire un 3e mandat. Et c'est là, on y est. On y est. Donc, qu'est-ce qui s'adapte aujourd'hui aux réalités congolaises? Il faut changer la constitution pour faire venir la paix dans l'est de la République du Congo. La constitution a quelque chose à voir là-dedans. Alors, il faut changer la constitution pour finir avec Ebola. Il faut changer la constitution pour redonner un niveau de vie enviable aux Congolais. Alors, qu'est-ce que la constitution a à voir dans la manière de gérer aujourd'hui le pays et qu'on n'a pas pu le faire durant les 2 mandats? Et maintenant, il faut retoucher à la constitution. Vous savez, la chose est déjà en bonne voie. Les Congolais n'auront leurs yeux que pour regarder et peut-être admettre cela par après. C'est vrai, ce sont ces Congolais qui seront bientôt appelés au référendum. Non, ce sont ces Congolais qui seront obligés à accepter cette modification de constitution. On sait comment ça se passe toujours. Dans les pays africains, lorsqu'on pense au référendum pour modifier la constitution, c'est qu'on a déjà jeté les bases nécessaires pour consolider les choses. Eh bien, vous voyez des populations dire non à quelqu'un qui veut pérenniser son pouvoir. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Alors que cette envie de le faire, cela voudrait dire que tu as déjà tracé beaucoup de trajectoires et ça ne peut que réussir. Aujourd'hui, la Haute Chambre a introduit le débat. Ça dit que légalement, le débat va suivre son cours et au finish, on va déboucher sur la population comme quoi, allons aux élections, allons au référendum et le oui va l'emporter. Et on ira à la rédaction, à l'adoption plutôt de cette constitution parce qu'il est dit maintenant de rédiger. Alors, demandez d'abord la position du peuple avant de demander de rédiger. Qu'est-ce que vous préparez? Cela voudrait dire, qu'on le veuille ou non, le peuple sera obligé de dire oui. Qu'il dise oui ou non, ce qui est sûr, le oui va dominer et donc on ira à une autre constitution si nous comprenons bien, Dieudonné, pour vous, il faut d'abord soumettre à référendum au peuple la possibilité donc de modifier la constitution, premièrement, avant de revenir vers l'Assemblée constituante pour trouver une nouvelle loi fondamentale. Non, mais ici, on demande la rédaction déjà. Cela voudrait dire que les mesures sont déjà prises. Alors, demander la volonté du peuple, c'est la dernière des choses. Lorsque vous rédigez déjà le texte, vous rédigez déjà la nouvelle constitution. Cela voudrait dire que c'est déjà sur la table. Maintenant, la suite de la formalité, c'est demander à aller à un référendum. Ce n'est pas le référendum qui va bousiller tout ce que vous avez pris le temps de préparer. Vous voyez un peu la logique. Et c'est ça, malheureusement, dans des pays moins démocratiques, même si nous parlons de la République démocratique du Congo. L'idéal serait quoi pour vous? L'idéal serait aujourd'hui de voir la position des Congolais face à cette constitution. Donc un premier référendum, peut-être? Comme j'ai dit, de voir la position du peuple, ce n'est pas forcément par les référendums, mais faites les enquêtes nécessaires aujourd'hui pour voir si les Congolais sont partants pour une autre constitution. Est-ce que la constitution ancienne dérange les Congolais en quelque chose? Est-ce que la constitution ancienne dérange l'armée congolaise à pouvoir faire barrière aux groupes armés qui continuent de gagner du terrain? Si oui, ok.
Allons à l'essentiel. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'est fait. C'est la classe politique à un niveau donné qui trouve que la constitution actuelle ne rime plus avec les réalités actuelles et il faut donc la modifier pour pouvoir agir. Tout comme si c'est les papiers, quand on parle de constitution, eh bien c'est les écrits, c'est les tests. Tout comme si ce sont les tests. Sacré. Bien évidemment, même si c'est sacré, des fois on le désacralise. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve dans les pays africains. Et on est encore sur le point de désacraliser une Bible nationale. Et c'est dommage. Firmin, faut-il modifier l'article verrouillé qui limite le nombre de mandats présidentiels si le peuple souverain en exprime le souhait via un référendum? Oui, moi je ne réponds pas à l'affirmative. Vous savez, moi je voudrais dire deux choses. La première chose, vous savez, je suis un peu surpris lorsque je lis un peu sur les réseaux sociaux, et je suis un peu du donné, des gens qui applaudissent régulièrement des deux mains les Sahéliens, les dirigeants de l'AES, par rapport à leur position, mais qui critiquent Tshisekedi. Par rapport à quelle position? C'est-à-dire, vous savez, au niveau des dirigeants de l'AES, ils ne veulent pas partir en fait. C'est parce que les gens applaudissent, hein? Les gens applaudissent la gouvernance. Ouais, les gens applaudissent la mise en pratique des politiques non, dans ce pays, le développement en vue. Bon, bref. Je vous ai laissé parce que vous avez cité Dieudonné. Donc il faut que je vous dise ce qu'on applaudit. L'Afrique n'applaudit pas l'AES aujourd'hui. Non, attendez une seconde. C'est l'acte. Vous aurez tout le temps pour répondre. Merci. Vous avez tout le temps. Vous savez, ils applaudissent alors que dans ces pays-là, la Constitution n'est plus respectée. C'est la loi du plus fort qui est respectée. C'est le dirigeant qui devient la loi nationale. Et ça ne dit plus rien à ces personnes-là, mais aujourd'hui, ils lancent des grèves contre Tshisekedi. Je vois aussi des gens qui applaudissent la Côte d'Ivoire, alors que Ouattara a changé la constitution pour lui permettre de se représenter en 2020, vous vous en rappelez. Mais ceux-là critiquent aujourd'hui Tshisekedi. Moi, je me dis juste que nous ne sommes pas méthodiques, on a un souci avec le raisonnement. Donc pour vous, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, peut être comparable à tout ce que vous venez de citer? Oui, moi je parle de la démarche et de la substance, en fait. Parce que si vous applaudissez Ouattara, vous devez aussi applaudir Tshisekedi. Parce que Ouattara aussi a changé la constitution. Cela lui a permis de se représenter en 2020 et ça lui a permis de se représenter encore en 2025. Il devrait partir en 2020 si on s'était arrêté à l'ancienne constitution qui lui a permis de venir au pouvoir. Tshisekedi aussi, il est dans la même démarche. Normalement, si on doit être logique, on ne doit pas critiquer Tshisekedi du moment où on adore bien Ouattara et on adore bien les Sahéliens. Mais la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est ceci. Vous savez, moi j'ai toujours été contre la limitation de mandat. Je pense que c'est Renaud qui parlait du droit en début d'émission. Vous savez, dans toutes les constitutions du monde, il y a cette phrase-là. L'initiative de révision appartient concurremment au président de la République, au Premier ministre ou à un cinquième des députés de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que si vous êtes chef d'État, vous arrivez au pouvoir avec des mandats limités, du moment où l'initiative de révision frôle votre esprit, vous avez toutes les prérogatives pour passer à la révision constitutionnelle. C'est la loi qui vous le permet. C'est-à-dire on peut tellement verrouiller, mais cette même constitution vous donne la possibilité de la modifier. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de constitution non modifiable. On peut fermer n'importe comment, mais en droit, il y a toujours une ouverture. Il y a toujours une ouverture pour ceux-là qui ont fait le droit. Lorsque vous rédigez un arrêt, un commentaire d'arrêt, il y a le grand 1, grand 2. Mais il n'y a jamais de conclusion. Parce qu'on laisse toujours ça à l'ouverture. Parce que la loi évolue face au contexte. Donc la Constitution évolue face au contexte. Vous imaginez? Vous avez la Constitution française qui est là, elle a déjà été modifiée à plus de 25 fois. Ça veut dire que le contexte agit fondamentalement sur la substance constitutionnelle. Donc c'est normal de modifier. Mais là, l'autre chose, par rapport à la limitation même de mandat. Moi, j'ai toujours dit que la limitation de mandat, elle est antidémocratique. Parce que les gens parlent... En quel sens? Oui, les gens parlent souvent de souveraineté du peuple. Si le peuple est souverain, ça veut dire que c'est le peuple qui a le pouvoir de choisir quel dirigeant qu'il veut. Si le peuple dit, moi je veux que Abalo soit au pouvoir jusqu'à ou fasse 100 mandats, mais laissez le peuple faire son choix. Mais si le peuple dit, moi je veux que Abalo fasse 5 mandats, laissez le peuple faire son choix. Donc ça veut dire, le jour de l'élection, le peuple a la possibilité de choisir A, B, C, D. Maintenant, si vous limitez le mandat, ça veut dire que vous imposez au peuple de choisir cette personne 2 fois seulement.
Alors que vous avez dit que le peuple est souverain. Donc ça veut dire en ce sens que la limitation de mandat est antidémocratique. C'est pour cela que les Occidentaux, il y a certains, par exemple, les Royaumes-Unis, le Luxembourg, la Grande-Bretagne, la Suède, le Norvège, et ils ont opté pour le régime parlementaire. C'est-à-dire le régime parlementaire. Les monarchies, vous parlez des monarchies parlementaires. Oui, je parle des monarchies parlementaires. Il y a une différence, une large différence entre les monarchies et les démocraties. Non, c'est là où je vais faire. Il y a la différence. La dictature s'oppose à comment dire, la dictature s'oppose à la démocratie, la monarchie s'oppose à la république. Ça veut dire qu'il y a des monarchies qui sont des démocraties. La Grande-Bretagne, c'est une monarchie, mais elle est une démocratie. L'Espagne, c'est une monarchie, mais elle est une démocratie. Donc, il faut que nous arrivions à faire ce distinguo-là. Juste dire qu'au niveau de la Grande-Bretagne, par exemple, c'est une démocratie. Ça veut dire qu'il y a un roi qui est là, mais au niveau on a laissé la possibilité au peuple de choisir le dirigeant qu'il veut, c'est-à-dire le Premier ministre qui est là, il peut faire autant de mandats qu'il veut, du moment où c'est le peuple qui le renouvelle son mandat. Donc c'est pour cela que vous allez en Suède, vous allez en Norvège, c'est la même chose. Maintenant, c'est dans les régimes semi-présidentiels comme celui de la France qu'on est arrivé à limiter le mandat. Même au début, le général de Gaulle n'avait pas limité le mandat, mais c'est parce qu'il y avait assez de critiques, il fallait modifier, il fallait s'adapter un peu au contexte, qu'ils sont allés jusqu'à limiter le mandat. Donc moi je dis, limiter le mandat, c'est un faux problème. Laissez les peuples choisir ce qu'ils veulent. Et aussi, il faut juste dire, le président de la République ou le Premier ministre ou le chef du parti, il est rééligible. S'il est bon dans sa gouvernance, le peuple va le renouveler son mandat. S'il n'est pas bon, et en fin de compte, le peuple dit, on ne peut plus de toi, c'est X qu'on veut ou c'est Y qu'on veut. Donc, si c'est que dit là où il est, laissez-le. Laissez-le faire face au peuple. Il a le droit constitutionnellement de changer la constitution. Il a le droit constitutionnellement de s'adresser au peuple. Et puis jusqu'à présent, il n'a pas dit, moi je veux, mais je passe. Mais il dit, je vais soumettre cette volonté-là au peuple. Si le peuple dit oui, alors je passe. J'accepterai avec humilité. Avec humilité. Renaud. Vous savez, il y a la loi et l'esprit de la loi. Il y a les textes écrits et puis il y a ce qu'on veut faire derrière. Et s'il faut oublier que dans les peuples et dans les cultures, les lois les plus fortes ne sont pas écrites. Elles sont dans les usages, elles sont dans l'habitude, elles sont dans la vision du monde, elles sont dans le rapport que l'on a à soi-même et à son histoire. Et pour chaque peuple qui se respecte, le rapport que l'on a au pouvoir, le rapport que l'on a au roi, le rapport que l'on a au président, au chef, vient de son histoire, de son vécu propre, de ce qu'on pourrait appeler l'âme du peuple. Et ça justifie plus ou moins les garde-fous que l'on a mis par rapport à quoi? Une loi non écrite, donc. Exactement. Et enfreindre ces lois est pour moi beaucoup plus grave qu'enfreindre les lois textuelles, on va dire. Et actuellement, en Afrique, je pense que le sentiment général, c'est que pour le meilleur ou pour le pire, il vaut mieux que les gens partent après deux mandats. On peut avoir des discussions de philosophes, d'intellectuels, de bistrots ou dans son salon sur est-ce que c'est démocratique ou pas, mais dans les faits, ça semble entre guillemets mieux quand il y a une espèce d'alternance. Parce que nous venons d'une histoire où on a connu beaucoup de dictateurs qui se sont imposés en général dans le sang par la répression et la violence pure. Et il y a eu très peu de dirigeants, on va dire, qui ont fait 20-30 ans en Afrique, qui avaient été reconduits parce qu'ils avaient d'extraordinaires premier ou deuxième mandats. Ou que le peuple était souverain. Il était souverain, voilà. Donc, je suis très dubitatif à l'idée que, subitement, quand on sait même dans quelles conditions M. Tshisekedi a été élu président. La première ou la deuxième fois? La toute première fois, sachant qui il est, c'est-à-dire surtout le fils de qui il est. Les questions de consensus historique, Étienne Tshisekedi. De l'espèce de consensus qu'il y a eu entre différents poids lourds pour retrouver la formule la moins abrasive possible pour qu'on ait quelqu'un de plus mort. Il y a toute cette dimension-là qui est entrée en jeu. Quand on considère tout ça, je suis quand même très sceptique à l'idée que le peuple dise
tiens, le premier mandat était tellement génial, le deuxième était tellement génial qu'on va t'en donner un troisième. Mais si je ne suis pas congolais, je ne sonde pas les cœurs et les esprits, je n'ai pas lu les sondages, mais a priori, quand même, j'ai un petit doute par rapport à ça. Donc, je pense que de manière générale, l'approche la plus élégante, c'est quand même qu'il y ait un peu d'alternance. On voit comment au Togo, ici, on s'est beaucoup excité par rapport à ce qui se passe au Bénin, avec cette espèce de changement de pouvoir. Comme Yohann Wadani, qui vient après Patrice Talon. Il n'a rien fait d'extraordinaire, à part faire deux mandats et partir. Pourtant, c'est devenu une espèce de saint de la politique, pratiquement. Et donc, quand même, globalement, on est un peu mal à l'aise alors qu'il y a une épidémie à l'Est, de la guerre à l'Est, des questions budgétaires très lourdes, quand il y a autant d'urgence sur la table, qu'on soit aussi préoccupé par des questions... et là, ça va vite en plus, sur ces dossiers-là. Donc on va aller à un référendum. Ce qui se fera, on dira que c'est la volonté du peuple, pourquoi pas. Mais quand même, je pense qu'il y avait d'autres priorités. Alors,